Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et idées des arts, collection dirigée par Bruno Pequignot. Cette collection accueille des essais chronologiques, des monographies et des traités d'historiens, critiques et artistes d'hier et d'aujourd'hui. À la croisée de l'histoire et de l'esthétique, elle se propose de répondre à l'attente d'un public qui veut en savoir plus sur les multiples courants, tendances, mouvements, groupes, sensibilités et personnalités qui construisent le grand récit de l'histoire de l'art, là où les moyens et les choix expressifs adoptés se conjuguent avec les concepts et les options philosophiques qui depuis toujours nourrissent l'art en profondeur. Dernière parution. Isabelle Nogueira, Histoire de l'art au Portugal. 1968 à 2000, 2022. Andrea Pierron, Une histoire artistique des revues d'avant-garde. Europe-Australie. 1921 à 1986, 2022. Bernard Verdier, Les artistes face à la censure. La naissance de la peinture moderne en Allemagne, 2022. Jean-François Duval, Vanessa Varvenne, Edgar Degas, Le grand rabbin Astruc et le général Mélinet, 1871. Parcours d'une œuvre, 2021. Lucas Nannipieri, À quoi sert l'histoire de l'art, 2021. Sophie O'Connor, Les paysages de Giovanni Segantini, 2021. Olivier Dehaye, James Tissot, peintre de la vie moderne, 1836 à 1902, 2021. Martine Heredia, Antonio Sora, Une peinture de l'excès, 2021. Bernard Payès, Michel-Ange et Sinan. Un rendez-vous manqué, 2021. Lou Bodillon-Coutet, Ishikawa Mao, photographe d'Okinawa, 2021. Camille Laura Villet, Les aventuriers de l'abstraction. Au tournant des 19e et 20e siècles, une autre histoire semblait possible. Et si elle l'était encore, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, De l'architecture à l'écologie. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, peinture, tapisserie, timbre et stamp. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Introduction. La France commence à connaître l'art contemporain chinois à partir de 2003 grâce aux années croisées France-Chine, notamment avec l'exposition Alors, la Chine, qui a eu lieu au Centre Pompidou. Cependant, sous la plume des journalistes et des critiques d'art, l'art contemporain chinois à cette époque est plutôt vu comme une vogue, une mode. Cela est dû certainement en partie à la gêne ressentie face au développement fulgurant de la mondialisation du marché de l'art qui conduit certaines œuvres chinoises, notamment les peintures, à atteindre des prix considérables. Cet argument vaut encore aujourd'hui. Mais on doit y ajouter la conscience critique progressive d'une stratégie de soft power menée par des dirigeants chinois, qui considèrent l'art contemporain comme un moyen de promouvoir la culture nationale à l'étranger dans le contexte de la mondialisation. Ces raisons expliquent en partie un accueil réservé de l'art contemporain chinois, malgré les nombreuses expositions, personnelles ou collectives, consacrées au fil des ans à travers l'Hexagone à cet art lointain. Toutefois, il ne suffit pas de pointer un mouvement intense de spéculation et d'instrumentalisation politique de l'art pour expliquer une certaine réticence de la part des critiques français. Il nous faut aussi prendre en compte la relative ignorance du public en ce qui concerne la période d'expérimentation intense qui suivit la révolution culturelle, et la difficulté à mesurer les constructions subtiles des artistes et des critiques chinois appuyées sur la profonde connaissance d'une culture millénaire. Les articles rassemblés dans ce livre, dont certains sont publiés dans des revues scientifiques, doivent aider à combler ces lacunes afin d'établir un dialogue culturel équitable entre la Chine et le reste du monde. Avant que l'art contemporain chinois ne soit confronté à la vague puissante du marché international, avant sa promotion comme soft power par un pouvoir empruntant une stratégie chère aux Américains, il a connu pendant une vingtaine d'années un moment d'interrogation puissante en s'ouvrant à nouveau à l'histoire de l'art occidental, tant moderne que contemporain. On ne peut dès lors s'étonner de voir les artistes chinois recourir à un vocabulaire plastique, repris de l'Occident. C'est pourtant ce que constate avec étonnement la journaliste Roxana Azimi, lorsque l'art contemporain chinois débarque en France en 2003.
Elle note en effet que certains critiques français ne comprennent pas pourquoi les artistes chinois ont tant emprunté à l'esthétique occidentale. C'était ne pas comprendre comment, dans ce moment singulier, la Chine entreprenait de se retrouver elle-même à travers ses expériences multiples, livrant bientôt des productions originales sur lesquelles nous voulons attirer l'attention. Rappelons d'abord que la question du rapport entre pensée chinoise traditionnelle et pensée occidentale s'est posée de la manière la plus vive à partir de la seconde moitié du XIXe siècle pour les élites chinoises. En 1919, en particulier, avec le mouvement du 4 mai, les intellectuels affirmaient que la pensée traditionnelle chinoise par ses seules vertus ne pouvait pas sauver la patrie. La question de l'art se posait à l'intérieur d'un enjeu beaucoup plus large. Éric Janicot, dans son étude intitulée 50 ans d'esthétique moderne chinoise, tradition et occidentalisme, 1911 à 1949, a donné un éclairage essentiel sur ces échanges. Il a su particulièrement bien mettre en lumière les différentes manières dont les critiques et les artistes chinois se sont appropriés les éléments de la modernité, non sans avoir à l'esprit l'idée de revendiquer une antériorité chinoise dans le développement d'un art pénétré par une spiritualité universelle. À travers ces pages, on comprend que ce qui se joue là n'est pas seulement l'assimilation de formes dédiées au service de démarches singulières. Il s'agit bien de redéfinir le champ d'une esthétique proprement chinoise, capable de nouer des liens forts entre l'héritage de la culture nationale et les apports occidentaux. Ainsi s'esquisse ce que l'on pourrait appeler l'autorégulation d'une vision culturelle renouvelée avec ses enjeux idéologiques et nationaux. L'art dans le contexte du début de la période républicaine se trouve bien investi d'une fonction d'éducation universelle. Sans vouloir ignorer les richesses des productions artistiques qui se sont développées entre 1949 et la fin de la révolution culturelle, malgré une idéologie étouffante, nous devons admettre que la problématique de la rencontre entre Chine et Occident se pose à nouveau dans toute sa force après la révolution culturelle, et qu'elle nous invite à donner une suite appropriée aux pages d'Éric Janicot. Après la révolution culturelle, en 1977, l'art officiel reste toujours dominant au travers d'un réalisme socialiste, sinisé par le grand timonier et par les traits spécifiques qu'ont su lui donner les artistes eux-mêmes. Cependant, dès janvier 1978, le Musée national de Chine à Beijing organise la première exposition consacrée à l'art étranger depuis 1966. Elle est intitulée Peintures françaises de paysages ruraux du XIXe siècle. Les artistes choisis sont Léon Lermite, Rosa Bonheur, Jacques-Raymond Brascassa, Jules Bastien-Lepage, etc. Manière fort prudente d'engager les choses. C'est cependant à partir de ce moment précis que l'on commence à avoir le droit de découvrir et redécouvrir l'art occidental. Ce moment crucial permet non seulement de revoir le passé, c'est-à-dire revoir l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme et le surréalisme qui avaient déjà été introduits dans les années 1930, mais aussi de donner le désir de découvrir les courants artistiques occidentaux, modernes et contemporains, qui n'étaient pas encore connus en Chine. Comment s'est opérée cette nouvelle rencontre, dissymétrique ? Quels en ont été les acteurs et les instruments et quels furent les acquis théoriques de ce moment ? Nous tentons ici de donner quelques jalons de cette histoire. Nous commençons tout d'abord avec l'article « La réception de Duchamp en Chine » pour offrir au lecteur un aperçu chronologique sur l'introduction de l'œuvre de Duchamp en Chine. Soulignant le passage d'une présence latente de l'artiste après la révolution culturelle à sa visibilité patente au milieu des années 1980 et jusque dans les années 1990, l'article donne une analyse contextuelle pour comprendre pourquoi la démarche duchampienne a pu jouer en Chine, comme en Occident, un rôle important dans le développement de l'art contemporain. Il montre comment la stratégie du ready-made Duchampian a été détournée au profit d'un combat destiné à lutter contre la domination de l'art traditionnel et académique dans les années 1980. Comment le développement de l'art de l'installation et du ready-made a amené l'art expérimental à son apogée dans les années 1990, au moment où les artistes chinois étaient à la recherche d'une position culturelle et morale afin d'affronter les changements politiques, économiques, culturels et sociétaux liés au capitalisme international et à la mondialisation. L'article Wang Yongping, de couper la langue à nourrir la langue,
est une étude qui, d'une part, éclaire la manière dont la pensée du Duchampienne a été reçue par cet artiste à travers la pensée chinoise antique et d'autre part, retrace le parcours de cet artiste franco-chinois depuis une pratique d'esprit bouddhique jusqu'à l'usage du I Ching. On y discerne l'intérêt d'une approche où la question du dialogue avec l'Occident trouve son dépassement dans une stratégie récusant le dualisme qui prévaut habituellement dans ce genre de débat. Si certains artistes comme Wang Yongping renoncent d'une manière formelle à l'art traditionnel en allant cependant puiser directement à la source fondamentale de celui-ci, d'autres en revanche, interrogent et renouvellent les formes traditionnelles de cet art millénaire. Nous trouverons ainsi dans l'article la dissolution de la peinture et de la calligraphie traditionnelle chinoise dans la pratique de l'art contemporain, une analyse d'un processus d'éclatement des pratiques scripturales et calligraphiques du lettré que je décris sous différents aspects. L'altération de l'écriture et ses inventions, la décomposition de la technique calligraphique et la dissociation de l'ensemble des 4 trésors du lettré. Ces pratiques sont accompagnées d'emprunts à des formes d'expression occidentales apparaissant comme des catalyseurs que les artistes chinois utilisent comme des moyens de transformer les expressions traditionnelles, sans reprendre forcément avec ces emprunts le fil d'une histoire de l'art occidental et le sens singulier de son développement dans son contexte propre. L'article « La méditation de Xu Bing et le courant du maximalisme » est une prolongation de la recherche précédente et offre une analyse précise de la fameuse œuvre de Xu Bing, née en 1955, Book from the Sky, 1987 à 1991. Celle-ci comporte plus de 200 livres de forme ancienne, fabriqués à la main à l'aide de la technique des caractères mobiles de l'imprimerie traditionnelle chinoise. Cependant, ce travail si laborieux est dédié à des livres illisibles. Le geste récurrent repris tous les jours pendant plusieurs années par l'artiste semble absurde, particulièrement auprès de certains intellectuels qui, dans les années 1980, veulent précisément réhabiliter une culture chinoise millénaire. Cette démarche répétitive de Xu Bing se trouve également chez les autres artistes du courant du maximalisme. Je propose ainsi un détour à travers l'histoire singulière de la notion de travail en Chine, pour revenir sur ces démarches afin de comprendre pourquoi certains artistes chinois ont voulu expérimenter un processus répétitif en faisant quelque chose apparemment dénué de sens dans une société en pleine mutation au tournant du XXIe siècle. Dans le monde de l'art chinois contemporain, il est également intéressant d'étudier l'activité des galeristes occidentaux qui ont aussi joué un rôle très important pour promouvoir l'art contemporain chinois sur la scène internationale. Le texte, Placebo Suisse, Loren Selbling et la galerie Shangar, offre une analyse de la carrière de ce galeriste suisse aujourd'hui mondialement reconnu pour sa création de la galerie Shangar en 1996 à Shanghai. Il est considéré comme l'un des premiers témoins occidentaux de l'émergence de l'art contemporain en Chine. L'étude présente tout d'abord le contexte de la création de cette galerie, puis donne des analyses sur son développement qui a eu dans un premier temps un moment difficile, et qui deviendra plus tard une des galeries les plus performantes sur le marché de l'art mondial grâce à ses réseaux et ses participations remarquées à la Foire Art Basel en 2000 et à la FIAC en 2001. À travers ce parcours, cette étude met en évidence les goûts personnels de Helbling, sa grande intuition pour le choix des artistes, ses partis pris quant aux formes des œuvres qu'il sélectionne, ainsi que son point de vue sur les artistes chinois et leur place sur la scène internationale. Nous ne saurions passer sous silence le développement de l'art de la performance en Chine. Le texte, La question du corps dans l'art de la performance en Chine, brosse à grands traits la naissance de cet art dans les années 1980. Par la suite, il traite les questions du corps, du rituel confucianiste, de la conscience morale pour mieux comprendre comment les artistes qui revendiquent sans cesse une liberté d'expression se trouvent tiraillés entre un corps privatisé qui exalte l'expression du moi et un corps socialisé. Quant à l'article, à partir de 2 coups de feu historiques, la performance féminine, il se développe d'une manière chronologique et dévoile le développement de l'art féminin et celui de l'art féministe en Chine. Nous rencontrerons ici quelques questions cruciales. L'introduction de l'art féministe de l'Occident en Chine, le problème de la traduction de ces concepts et celui de son assimilation par les critiques d'art chinois et les artistes, la renaissance de l'expression du moi dans les années 1990, notamment chez les artistes femmes, ainsi que son épanouissement dans l'art de la performance au XXIe siècle. Pour parler de l'art contemporain chinois,
il est inévitable d'évoquer l'un de ses artistes les plus médiatiques, Ai Weiwei. Défenseur des droits de l'homme et de la liberté d'expression, il est pourtant voué à des contradictions qui nous interrogent sur son engagement et sur la pertinence de ses œuvres. L'article « Les élans intérieurs ici et maintenant » de Ai Weiwei à l'époque de l'économie de l'attention et de la visibilité discute non seulement ces contradictions, mais aussi nous donne à voir sa démarche inscrite dans un nouvel écosystème médiatique où le statut de l'artiste lui-même a profondément changé. Chez Ai Weiwei, comme chez beaucoup d'autres artistes, la visibilité est devenue aujourd'hui la chose la plus précieuse et la plus impérative. C'est forcément un des éléments déterminants de la nouvelle configuration des démarches artistiques contemporaines, qui mérite d'être examiné de près à travers la démarche d'Ai Weiwei. Les artistes que j'ai évoqués dans les articles précédents sont nés pour la plupart d'entre eux dans les années 1950 et 1960. Ils ont vécu plus ou moins intensément la révolution culturelle. Quant à Cao Fei, elle est née à la fin des années 1970 et a grandi à Guangzhou, ville relativement ouverte à l'Occident dès les années 1980 dont les modes de vie se tournaient très rapidement vers le consumérisme. Très différente de celle de ses prédécesseurs nés dans les années 1960, ses œuvres articulant art et nouvelles technologies révèlent des questionnements sur les relations humaines prises dans une nouvelle dimension économico-sociale nourrie par la mondialisation technologique. Elle consiste à suggérer que la violence des disruptions contemporaines auxquelles l'ensemble de l'humanité doit faire face est partout présente. En suscitant un nouveau dialogue entre les hommes d'aujourd'hui et les nouvelles technologies, l'art de Cao Fei, tout au contraire de celui des générations précédentes, est beaucoup moins soucieux du dialogue culturel entre la Chine et l'Occident. Le dernier chapitre est consacré à la réception de la pensée de Bernard Stiegler en Chine, notamment à travers la China Academy of Art, première école d'art nationale fondée en 1928. Celle-ci contribua grandement à l'introduction de la modernité occidentale en Chine. De 2015 à 2019, Stiegler intervint tous les ans en tant que professeur invité dans cette académie, plus précisément dans une des écoles nommées School of Intermedia Art dans laquelle est hébergé l'Institute of Network Society. Discours philosophiques, analyse historique, propositions innovantes, la pensée de Stiegler est accueillie de manière enthousiaste non seulement par le milieu intellectuel chinois, mais aussi par les professeurs et les étudiants de la China Academy of Art. Devant ces derniers, Stiegler propose de repenser l'art et le sensible à travers des notions comme celles de l'organologie générale, du pharmacon, du Gestell, de l'hérénie, de la sculpture sociale. L'impact de la pensée de Stiegler sur le domaine de l'art est un point important qui mérite d'être analysé au moment où la numérisation du monde impose des disruptions violentes et stimule d'une manière sans précédent le champ artistique. La réception de Duchamp en Chine. La situation à la fin des années 1970. La question du rapport entre la pensée traditionnelle chinoise et la pensée occidentale n'est pas un débat neuf. Il s'est développé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1919, en particulier, avec le mouvement de la nouvelle culture du 4 mai, les intellectuels affirmaient que la pensée traditionnelle chinoise, par ses seules vertus, ne pouvait sauver la patrie. Après la révolution culturelle, la conscience de cette critique historique ressurgit chez les intellectuels, conscience anéantie pendant la période de Mao. Ayant une grande soif de connaître le monde extérieur, ils recommencent à introduire la pensée et l'art de l'Occident en Chine. À la fin des années 1970, 5 revues importantes paraissent dans le milieu artistique: Beaux-Arts, Meishu en 1976, Documentation des Beaux-Arts étrangers, Huowei Meishu Ziliao, et Collection des Beaux-Arts, Meishu Kongkan en 1978, Recherche dans les Beaux-Arts, Meishu Yanjiu, et Beaux-Arts du Monde, Shiji et Meishu en 1979. Celles-ci permettent plus ou moins aux théoriciens, aux enseignants d'écoles d'art, aux artistes et aux amateurs d'art de faire connaissance avec l'art occidental, et de rattraper le temps perdu à cause du désastre. À la fin des années 1970, les bureaux éditoriaux de ces revues sont en général composés d'esthéticiens, théoriciens, artistes, éducateurs bien connus en Chine mais beaucoup moins connus que leurs successeurs comme Wu Hong, né en 1945, Gao Minglu, né en 1949, Li Xianting, né en 1949,
dans le monde occidental. Nous y trouvons Wang Chaowen, 1909 à 2004, Jiang Feng, 1910 à 1982, Zhu Dan, 1916 à 1988, Wang Qi, 1918 à 2016, Jin Wenhuo, 1924 à 2018, Shen Yongjiang, 1932 à 2014, Shao Dazen, né en 1934. Parmi ceux-ci, certains avaient été emportés par le mouvement d'un art national au service du peuple pendant la guerre sino-japonaise et la guerre civile. Ensemble, ils vécurent la longue période où l'art devait participer à la construction d'un régime socialiste qui promouvait les campagnes des 3 anti et des 5 anti, San Fanwu Fan Yun-dong, le mouvement anti-droitiste, Fan Yu Yun-dong, le grand bond en avant d'Ayu Jin. Ce sont eux qui, juste après la révolution culturelle, ont pris l'initiative de rétablir ou de créer ces revues consacrées à l'art. Ils ont joué un rôle incontournable pour la réintroduction et la rediffusion de l'art occidental en Chine, dès 1976. Par quels moyens ont-ils reçu les informations provenant de l'Occident? Qu'ont-ils lu? Quels furent leurs choix? Qu'ont-ils apporté à la génération suivante? Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu d'études approfondies consacrées à cette vieille génération bien peu connue des recherches universitaires françaises. L'un des premiers articles consacrés à l'art moderne occidental est celui de Shao Dazen, peintre et théoricien de l'art. Il est intitulé « Une brève introduction au courant de l'art moderne occidental », Xifang Xian Dai Mei Shuliu Pai Jianjie, dans lequel Shao écrit « Le courant Dada hissa le drapeau du combat pour la destruction de la sensibilité esthétique. » Marcel Duchamp en 1917 envoya un urinoir à la Société des artistes indépendants de New York. En 1920, il exposa une reproduction de la Joconde de Léonard de Vinci à laquelle il avait ajouté une moustache. Publié au mois de juin 1979 dans la revue Beaux-Arts du Monde, l'article composé de 2 parties paraît successivement dans les numéros 1 et 2 de la revue. L'auteur y brosse à grands traits les différents courants artistiques occidentaux du néo-impressionnisme jusqu'à l'hyperréalisme en passant par le post-impressionnisme, le symbolisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, l'expressionnisme, le dadaïsme, le surréalisme, l'art abstrait, le pop-art, l'art optique et l'art cinétique. Et le nom de Marcel Duchamp apparaît dans la 2e partie de l'article, classé dans le courant du dadaïsme. Shao présente d'abord le contexte historique de la naissance du dadaïsme et sa pensée négativiste, et conclut que le mouvement Dada se manifeste à travers une attitude anarchiste et nihiliste en réclamant le divorce entre l'art et l'esthétique. Ces remarques, selon l'auteur, concernent aussi bien Duchamp que Miro Picabia. Il est difficile de vérifier la source du critique puisqu'aucune référence n'est mentionnée. On peut supposer que Shao a dû lire certains textes généraux provenant de l'Occident selon lesquels Duchamp et Picabia sont considérés comme membres du mouvement Dada. Or, on sait que l'auteur de Fontaine disait ironiquement de son vivant préférer l'érotisme et se défendait de manifester la moindre inclinaison pour tous les autres ismes. Si les artistes chinois ne furent pas tout de suite attirés par Duchamp ou le mouvement Dada, c'est que les raisons étaient multiples. On peut en retenir principalement 2. La première tient au fait que les jeunes artistes voulaient avant tout se débarrasser du réalisme socialiste, chez Huizhuyi Xianxizhuyi, auparavant mis au premier plan, pour répondre à un autre mot d'ordre politique prononcé par Deng Xiaoping fin décembre 1978, libérer les esprits, chercher les inspirations, rechercher la vérité dans les faits et s'unir en regardant vers l'avenir. Jie Fang Xixiang, Kai Dong Nao Jin, Shishi Chushi, Tuanjie Yizi Xiang Qiankan. L'art n'est plus un médium au service de la lutte des classes, mais un moyen pour la recherche de la vérité et de l'authenticité, Zenshi. Et le retour au réalisme académique est le moyen incontournable qui doit permettre aux jeunes artistes de représenter honnêtement le récit historique. Le réalisme académique contribue aux 2 courants principaux de cette époque de renouveau, celui des cicatrices, Shangen Meishu, et celui du réalisme rural, Xiang Tu 11e Shi. Le premier consiste à décrire le désastre et le traumatisme causés par la révolution culturelle, tandis que le deuxième exprime une dimension humaniste à travers les représentations de personnes ordinaires comme les nomades, les paysans. Cette recherche de la vérité, Zenli,
est stimulé par une exposition intitulée Peinture française de paysages ruraux du XIXe siècle, Faguo Shiju Shiji Nong Feng Jinghua Jan en 1978. Ce fut la première exposition consacrée à l'art occidental depuis 1966. Les jeunes artistes et le public, habitués à un réalisme socialiste accompagné des critères bien connus, éminent, grandiose, absolu, rouge, lumineux et brillant, Gao Daquan, Hong Guangliang, découvrent la représentation naturelle et réelle du paysan dans des atmosphères en général plutôt sereines. Et l'emploi du style réaliste académique, d'ailleurs enrichi par l'hyperréalisme américain, est comme l'un des moyens les plus convenables, dans un premier temps pour exprimer les cicatrices causées par le désastre, puis dans un deuxième temps pour représenter une dimension de l'humanisme. Rendao Jui afin d'aspirer à la vérité, Jui Chu Zenni. La deuxième raison du désintérêt pour l'auteur du Grand Vers est que cette recherche de la vérité est accompagnée d'une aspiration ardente à une liberté d'expression nourrie par un engagement subjectif, revendiqué notamment par le groupe des étoiles, Stars Art Group, Xing Xing Huahui. Entre 1979 et 1980, ce groupe rassemble une vingtaine de personnes n'ayant pas le statut d'artiste et qui déclarent « Nous prenons connaissance du monde avec nos propres yeux, nous participons au monde avec nos propres pinceaux et nos propres couteaux de sculpteurs. » Le fait de s'exprimer avec les pinceaux et les couteaux témoigne qu'il n'est pas question pour l'instant d'abandonner les médiums traditionnels, que ce n'est pas non plus le moment de se révolter contre la tradition rétinienne de l'art. Ont-ils lu l'article de Chao? Ont-ils aperçu le nom de Marcel Duchamp? Ont-ils pu saisir les enjeux des œuvres décrites par Chao? La réponse est non, du moins au regard des œuvres exposées sous forme d'huile sur toile, d'aquarelle, de lavis, de gravure sur bois, de sculpture sur bois. On peut constater qu'avant tout ce sont le réalisme, le naturalisme, l'impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme abstrait, le surréalisme qui sont considérés par les membres du groupe comme un langage nouveau pour dialoguer avec le monde. S'agit-il d'un langage vraiment nouveau? Oui et non. Oui, parce que pour certains qui ne connaissent pas même Kandinsky, Picasso et Matisse, c'est totalement nouveau. Non, parce que presque tous les courants modernes occidentaux, l'impressionnisme, le post-impressionnisme, l'expressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le dada et le surréalisme, avaient déjà été introduits en Chine dans les années 1920 et 1930 grâce aux jeunes artistes revenant le plus souvent de France où ils avaient étudié, ou du Japon qui servait de médiateur dans ce transfert. Mais l'ensemble de cet apport moderne occidental n'avait pas pu trouver un terrain favorable pour se maintenir à cause d'une Chine souffrante emportée par les guerres. C'est seulement après la révolution culturelle que les formes modernes occidentales sont reprises par les membres du groupe des étoiles, pour défier avec détermination les critères moraux idéologiques, politiquement engagés, profondément assimilés dans l'ensemble du pays depuis les années 1930. À cause de cette longue rupture, la plupart des membres du groupe des étoiles n'ont aucune conscience du fait que leur démarche peut renouer avec celle de leurs prédécesseurs, enfouis au cours de l'histoire pendant une quarantaine d'années. En tout cas pour les membres des étoiles, les sources d'inspiration ne viennent ni de Duchamp ni de Dada, mais des artistes dont les noms sont déjà apparus en Chine dans les années 1930, Kandinsky, Cézanne, Picasso, Matisse, Kollwitz. Le fameux slogan du groupe des étoiles, « Kollwitz est notre bannière, Picasso est notre précurseur », Kelewisi Shiwomen de Chizi, Bijiasuo Shiwomen de Jiankyu, atteste que l'on peut enfin avoir la liberté de s'exprimer. Les artistes étoiles, que cela soit conscient ou non, se sont remis dans le cours d'une histoire mondiale afin de restaurer le pont entre l'Occident et la Chine, plus ou moins rompu pendant une quarantaine d'années. Les techniques non réalistes utilisées par les artistes étoiles suscitent également de grands débats. Certains applaudissent, tandis que d'autres jugent qu'ils sont trop éloignés de la morale communiste. Dans un tel contexte où ils peuvent à nouveau exprimer leurs ressentis, le ready-made de Duchamp ne peut pas trouver un écho favorable. Les années 1980. Un Rauschenberg, passeur du ready-made.
La double exposition Beijing-Lhasa, de Rauschenberg, notamment celle qui a eu lieu au National Art Museum of China, Zhongguo Meishuguan, a joué un rôle relativement important dans l'histoire de l'art en Chine. Rauschenberg est qualifié de néo-dada, cependant ce terme ne fait référence ni aux démarches d'Hugo Ball, ni à celles de Tristan Tzara, mais au ready-made de Marcel Duchamp. En ce sens, on peut dire que Rauschenberg joue un rôle de passeur du ready-made en Chine. Ce qu'il introduit en Chine n'est pas un pur ready-made Duchampion qualifié plus tard d'art conceptuel, mais un ready-made plus accessible avec une utilisation prolifique d'objets du quotidien comme dans sa série Cabal American Zephyr, 1981-83, 1985-1987-88, dont quelques pièces ont été présentées pendant l'exposition. L'artiste américain montre la possibilité de travailler un médium à partir de reproductions de tableaux célèbres, Japanese Clayworks, 1982-1985, et d'employer une technique mixte, comme dans sa série Chinese Summer Hall, 1982-84, composée de photographies prises par L', artiste dans diverses régions de la Chine, découpées et réassemblées pour former un assemblage mesurant 30 mètres de long, et présenté sur un mur cintré dans une salle circulaire du musée. On remarque également l'utilisation de plusieurs postes de télévision, qui sont disposés dans la salle d'exposition. L'un d'entre eux présente la vie et le travail de l'artiste américain, tandis que les autres montrent ses activités autour du projet ROCI, Rauschenberg Overseas Culture Interchange, dans les autres pays et aux États-Unis. En 2009, le critique d'art Li Xianting considère que la démarche de Rauschenberg offrait aux artistes chinois une manière d'échapper à l'idéologie, et qu'à partir de ce moment-là, et pour cette raison, de nombreux artistes commencent à jouer avec le ready-made. Quant au critique d'art Gao Minglu, il affirme que ce fut l'une des expositions occidentales les plus excitantes aux yeux des artistes chinois, malgré le travail déjà dépassé de Rauschenberg. Dans une circonstance spécifique, déclare Gao Minglu, ce genre de vieille babiole des années 1960 est devenu une nouvelle chose. Ainsi apparurent très vite des petits Rauschenberg. En fait, avant cette exposition, étaient déjà apparues des œuvres qui rassemblaient des matériaux et des objets. Aller vers cette étape était inévitable, et cette exposition ne fut qu'un catalyseur occasionnel. Il est intéressant de noter que sous la plume de Gao, Rauschenberg ne joue qu'un rôle de catalyseur, comme si les bombes étaient disposées, et qu'il suffisait d'allumer la mèche pour déclencher l'explosion. Comme si, tôt ou tard, les artistes chinois avant-gardistes devaient adopter la démarche de l'assemblage dans laquelle l'utilisation d'objets du quotidien jouerait un rôle essentiel. Par quel chemin les artistes sont-ils arrivés à ce stade ? Pour aborder cette question, il faut d'abord élucider le sens des mots circonstance spécifique dans la phrase de Gao. Cette circonstance spécifique est particulièrement marquée par la fièvre culturelle, Wen Huarei, due à des débats virulents dans le milieu intellectuel. Face à la modernisation Xian Daiwa et à la globalisation Quan Chua, l'intelligentsia trouve qu'il est urgent de repenser et critiquer les caractéristiques de la culture traditionnelle, en particulier celle de la culture confucéenne afin de réformer le terrain chinois en empruntant la démocratie et la science de l'Occident. Elle envisage de casser le cadre idéologique de la recherche dans les sciences humaines, afin de favoriser des études sur l'histoire culturelle dans un esprit nouveau de liberté. On peut citer le fameux penseur et esthéticien Li Zéou, 1930 à 2021, qui propose une méthode reposant sur deux principes. Les enseignements de l'Occident comme fondement constitutif, ceux de la Chine comme pratique fonctionnelle. Xiti Zhongyong, pour d'un côté exiger une réforme politique et de l'autre côté s'opposer à une occidentalisation complète, Quanpan Xiwa. Cette circonstance n'est plus celle des années précédentes où les artistes exprimaient leurs souffrances passées, l'art des cicatrices, s'enthousiasmaient pour un réalisme rural, ou encore extériorisaient leurs émotions, mais une occurrence dans laquelle les artistes prétendent assumer le rôle de penseurs voulant dépasser la critique sociale et politique au profit d'une réflexion culturelle et philosophique. Certains choisissent un style de peinture dite rationnelle, Lixing Huiwa, pour atténuer le sentiment personnel en insistant sur une humanité universelle, Ren de Gongxing, tandis que d'autres épousent le courant dit élan vital, Shengming Ziliu, pour exprimer leur exaspération, leur volonté de travailler par l'intuition et d'exalter la spontanéité.
Les premiers utilisent un langage plutôt moderne et utopique en alternant en général les styles du réalisme, de l'hyperréalisme et d'une figuration surréaliste, tandis que les deuxièmes sont à la recherche des formes primitivistes en adoptant une position anti-moderne. Parallèlement, juste avant la rétrospective de Rauschenberg, il y a aussi un grand débat autour de la peinture traditionnelle chinoise suite à la parution d'un article intitulé « Mon point de vue sur la peinture chinoise contemporaine », Dang Dai Zhongguo Wazi Wojian, rédigé par le critique d'art Li Xiaoshan, né en 1957, qui déclare « La peinture chinoise est à bout de ressources, Zhongguo Wai Daol Qiong Tu Mori Chiu », et il conclut que la mission des artistes ne consiste plus à reprendre l'héritage traditionnel, mais à mener un mouvement novateur capable de faire époque, Washidai. Le débat ne fait qu'enfoncer le clou de la remise en question de la pensée traditionnelle chinoise et de la première expression d'une modernité chinoise dans les années 1920, en étant confronté à nouveau à la puissance de l'Occident pendant cette période dite de fièvre culturelle. 2. La singularité de Wang Yongping. C'est dans cette circonstance spécifique qu'on trouve un Wang Yongping, Wang Yongli, 1954 à 2019, qui prend une position distanciée tout à fait singulière par rapport à tous ces débats. Dès 1977, il étudie à la China Academy of Art, section peinture à l'huile, et commence à s'intéresser à l'art moderne de l'Occident grâce à la richesse de la bibliothèque de l'Académie. De 1980 à 1982, Wang utilise un outil plus difficile à contrôler qu'un pinceau, la peinture au pistolet, pour favoriser l'expression d'un inconscient, afin de s'opposer à la peinture académique. Entre 1983 et 1984, il entreprend une démarche d'assemblage de déchets récupérés en utilisant le plâtre comme une sorte de coagulation pour accueillir ces formes différentes. En 1983, à l'occasion de l'exposition de peinture moderne à 5, Wuren Xian Dai Wajan à Xiamen, Wang, qui ne connaît pas Duchamp à cette époque, écrit ceci. Une œuvre réalisée avec des matériaux et des techniques traditionnelles n'est pas forcément une œuvre d'art. Une œuvre réalisée avec des matériaux et des techniques non traditionnelles peut être une œuvre d'art. Cette phrase témoigne du fait que pour la pensée de Wang, l'œuvre est étrangère à tout modèle historique et à toute prescription d'un médium particulier. Le jeune artiste prend ses distances avec l'art de son temps, avec une radicalité qui peut expliquer l'accueil qu'il fera à la pensée de Duchamp. Cette pensée prend acte de la perte des valeurs spirituelles comme la beauté, la vérité, le progrès humain tenu jusqu'au XIXe siècle pour les valeurs les plus hautes. Duchamp voulait avant tout, selon la thèse de Michel Guérin, éviter l'accélération dans laquelle les courants artistiques se succédaient. Il aurait cherché la passe vers un monde débarrassé à la fois de l'ontologie et de la théologie et de la mélancolie qui suit leur défaillance. C'est la raison pour laquelle il s'éloigna de la physicalité de la peinture de son temps, et voulut remettre celle-ci au service de l'esprit. En attendant, il inventa le ready-made pour en faire des œuvres qui ne soient pas d'art. Cette stratégie repose sur deux démarches confondues. La première consiste à nier la possibilité de définir l'art, tandis que la deuxième consiste à réduire son propre goût à zéro. Le ready-made nous conduit vers le détachement de la sensibilité, de l'esthétique, c'est-à-dire que l'on peut désormais se servir d'un Rembrandt comme table à repasser. Tout peut être potentiellement de l'art, celui-ci est devenu une sorte de rendez-vous. N'importe quoi peut devenir l'art mais à telle heure. Certes, Wang n'est pas dans la même situation que celle de Duchamp. Il n'a pas le souci d'affronter la terrible assertion du « Dieu est mort ». En 1983, il n'a pas encore lu Duchamp et il est difficile de savoir ce qu'il a lu pendant cette période puisque lui-même ne s'en souvient pas très bien. Mais en tout cas, la même année, il note qu'il existe des liens entre la pensée moderne occidentale et la pensée traditionnelle extrême-orientale. Ne serait-ce pas là une première intuition, comme le point de départ qui le conduira plus tard à établir un pont entre les pensées taoïstes et bouddhistes confondues et l'esprit d'U-Champion ? En 1984, il s'enrichit avec la pensée de Wittgenstein sur les limites du langage et commence à remettre en question la notion de l'art en voulant se débarrasser de la représentation. La série intitulée Peinture sans expression, 4 peintures créées selon des instructions au hasard, Fei Biao Daiwa,
Anjiao Suiji Ziling Xuang Zhao Tsifu Yuwa, 1985. Réalisé un an après à l'aide d'un dispositif dit roulette, Xuanpan, reflète l'intention de se débarrasser de l'acte de choisir, considéré comme une manifestation de l'ensemble des déterminations pesant sur le sujet sans qu'il en soit le maître conscient. Cette démarche est très proche de celle de l'indifférenciation du ready-made avec laquelle Duchamp s'efforça de réduire son goût personnel à zéro. Wang Li entretient avec Marcel Duchamp, dans l'année même où il élabore cette série. Mais il est impossible de savoir si celle-ci a été réalisée avant, après ou pendant cette lecture. Quoi qu'il en soit, la pensée de Wang est fructueuse au milieu des années 1980. Grâce à la lecture de Wittgenstein et à la découverte de la pensée bouddhiste, il réussit à établir une concordance entre les pensées taoïstes, bouddhistes et la pensée duchampienne pour dépasser toutes les définitions de l'art et s'éloigner de tous les débats de l'époque autour des notions d'art, d'esthétique, de philosophie, de vérité. Par rapport à n'importe quelle personne de l'Extrême-Orient moderne, écrit Wang, Duchamp est la personne la plus proche de la contemplation silencieuse et de la sagesse des apostrophes. Un Laozi qui cache ses talents. Mettre un urinoir à l'envers pour répondre à la question qu'est-ce que l'art ? Et tout comme 3 livres de l'un pour répondre à qu'est-ce que le Bouddha ? Loin du contexte de la modernité occidentale dans lequel est inscrite la démarche de Duchamp, cette interprétation tisse étonnamment un lien recevable entre le ready-made et le Gongan bouddhiste. Sans avoir vu l'exposition de Rauschenberg à Beijing, Wang pense également que les œuvres de celui-ci ont une affinité avec Fontaine qui, selon lui, rejoint le propos taoïste de Xuangzi. Le Dao est partout présent, il se trouve dans les fourmis, dans les mauvaises herbes, dans les tuiles du mur, dans le pipi et le caca. Nourri par la méthode du Gongan et de la pensée taoïste, Wang met Duchamp, Manzoni, Klein, Cage, Beuys et Rauschenberg dans le même panier en concluant que c'est grâce au postmodernisme que l'on passe du stade de l'interprétation du Chan au Chan lui-même. Certes, l'analyse de Wang... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.